bienvenue sur le plateau du Champ des possibles de l'opinion. Je reçois aujourd'hui avec plaisir Arnaud Rousseau. Bonjour Arnaud. Bonjour Emmanuel Ducrot. Vous êtes agriculteur, c'est votre fonction première. Vous êtes premier vice-président de la FNSEA, candidat à sa présidence, mais on n'en parlera pas aujourd'hui. Vous êtes aussi président de la FOP et voilà, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Pardon, on va se reprendre. Arnaud, aujourd'hui, on va faire un point sur deux dossiers chauds qui sont sur la table. Le premier, c'est le plan protéines. En 2018, ici même au Salon, le président de la République avait lancé un plan protéines pour améliorer l'indépendance de la France en protéines végétales. C'était un plan très attendu par les producteurs d'oléoprotéagineux dont vous êtes. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui, 4 ans après les faits, presque 5 ? Eh bien, effectivement, le plan protéines était à la fois attendu pour l'intérêt sociétal qu'il représente, attendu par les producteurs. Et donc, en 2018, il avait été fait un plan de filière dans lequel la filière des huiles et des protéines, et singulièrement sur la protéine, avait décliné ce plan qui consistait à dire 1. On essaie de remonter en termes de surface à 2 millions d'hectares de plantes riches en protéines. Je veux parler du colza et du tournesol. Et puis, sur les protéagineux, on essaie de monter à 1 million d'hectares entre les protéines cultivées sur les terres arables et puis les fourrages. En tous les cas, les plantes riches en protéines pour les fourrages. Parce que le petit point de situation, c'est que pour l'instant, la France a besoin de ces protéines, notamment pour la nourriture du bétail, et qu'elle les importe sous forme de tourteaux de soja, etc. La France est très déficitaire en protéines, comme le continent européen. Un peu moins en France parce qu'on a été un peu plus volontariste. Mais on sait qu'on importe à peu près 60% des protéines du continent européen. On est plutôt à 40% en France. Et que donc l'ambition, c'est vraiment d'essayer de relever le challenge, de produire plus de protéines, parce que on sait que les légumineuses n'ont pas besoin d'azote. En tous les cas, elles captent l'azote de l'air grâce à des nodosités, donc elles n'ont pas besoin d'azote pour faire leur cycle d'engrais. On a eu des moyens mis en œuvre. Alors, pour répondre à la question, ce qui aujourd'hui a été fait, c'est à la fois un cadre réglementaire pour nous permettre de le faire. Dans le cadre de la PAC, on a favorisé, on accompagne la production de protéines. C'est des investissements qui ont été faits dans le cadre de France Relance et dans le plan de relance européen. Et là, on parle de quel type d'investissement ? 125 millions d'euros qui ont été investis en France. Alors, à la fois dans l'agroéquipement pour aider le monde agricole à s'équiper, encore une fois, dans le monde animal, dans le monde végétal, pour accompagner les entreprises de la filière dans le développement de projets, et puis pour accompagner la recherche aussi. Voilà. Donc il y a des choses qui sont satisfaisantes. Aujourd'hui, qu'observe-t-on ? On observe que sur la production de protéagineux, on n'a pas beaucoup avancé. On est au rendez-vous des plantes riches en protéines et on a atteint de nouveau les 2 millions d'hectares, alors qu'on était plutôt à 1 500 000 hectares. Donc, objectif 2 millions atteint. d'hectares, objectif atteint en colza et en tournesol. En revanche, sur les protéagineux, on n'y est pas. On n'y est pas pour 2 raisons. La première, c'est qu'il n'y a pas d'équilibre économique pour l'agriculteur qui en cultive. Et que même s'il y voit un intérêt agronomique majeur, quand il multiplie le volume par le prix, il ne gagne pas sa vie. Et donc, il n'en fait pas. Et ça peut finir par s'arranger, cet équilibre, il peut finir par se trouver ? Alors nous, le levier majeur qu'on a déterminé, et le dire ici chez SEMAE, ça a du sens, c'est qu'on considère qu'il faut mettre le paquet sur la recherche semencière. Et de ce point de vue-là, donc, on a fait le tour, et les entreprises semencières françaises ont dit leur intérêt, y compris pour mettre des moyens en commun. La filière, c'est-à-dire le monde agricole, l'interprofession, est également d'accord pour mettre des moyens, et on a donc demandé à la puissance publique d'accompagner avec du financement public pour faire une recherche, non pas une recherche fondamentale, mais une recherche appliquée qui nous permettra, nous disent les semenciers, de trouver dans les 4 à 5 ans des vrais effets de levier sur la production, en répondant aux problématiques des viroses, de la phanomycès, des attaques d'insectes. Les semenciers nous disent on sait faire, et donc maintenant il faut qu'on aille vite. Un petit regret malgré tout, c'est que le gouvernement qui a bien compris les enjeux met un peu de temps à mettre le dispositif en place. On en a discuté avec le président de la République, on en a discuté avec le ministre, et on nous dit qu'au plus tard, au mois de juin, les choses seront calées, ce qui est une bonne nouvelle pour pouvoir continuer à porter l'ambition. Au niveau européen, c'est aussi une ambition qui est bien comprise, cette volonté de la France de développer une souveraineté en protéines un peu plus affirmée. Oui, effectivement, la France a porté cette ambition au niveau européen. Elle est bien comprise, d'abord parce qu'elle permet de réduire les importations, et notamment de soja, dont on sait que pour un certain nombre de quantités, il y a des effets de déforestation adjacents. Donc
tout ce qui pourra être fait sur le continent européen dans le cadre de la souveraineté a du sens, même si il faut avoir l'honnêteté de reconnaître qu'on continuera à importer parce qu'on ne saura pas être, en tous les cas dans les 10 prochaines années, autonome dans ce domaine, mais en tous les cas on a l'ambition d'aller plus loin. Et donc l'Europe porte aussi ça. C'est aussi, je l'ai dit, un moyen de réduire les apports d'engrais minéraux. C'est un moyen de répondre à la traçabilité, parce qu'on sait que la production de protéines européennes est sans OGM. Donc c'est aussi une attente forte des consommateurs, une attente dans le monde de l'élevage avec des fortes volatilités. Donc il y a tout un tas d'aménités positives, si je puis dire, à le faire. L'Europe l'a bien compris, l'Europe met quelques moyens, mais là encore, il y a un incontournable, oserais-je dire, c'est que si l'agriculteur n'a pas de rentabilité économique, alors même avec la bonne volonté politique, si on ne sait pas faire, on n'obtiendra pas le résultat escompté. Donc on voit qu'on est un peu au milieu du gué, il reste du chemin Absolument, à parcourir. Mais on a clairement l'ambition d'avancer. Très bien. Le deuxième dossier chaud qui est sur notre table du Salon de l'Agriculture aujourd'hui, c'est celui du plan pesticides. Alors, on avait le système Ecophyto qui visait à observer la décroissance des pesticides, à l'encourager. Ça ne marchait pas très très bien. La philosophie gouvernementale semble avoir changé. Elisabeth Borne a annoncé hier une sorte de structure de la façon dont la France va désormais envisager la réduction des pesticides. Si je résume à très gros traits, on fait d'abord un bilan des molécules qui vont tomber probablement en déshérence, qui ne seront plus homologuées, mais on le fait en avance de manière à prévoir des alternatives pour éviter ce qui s'est passé avec les betteraves, c'est-à-dire une impasse technique qui aboutit à 30% d'une récolte saccagée par les ravageurs. Alors comment est-ce que vous avez entendu le message gouvernemental sur ce plan pesticides ? Peut-être si je peux faire un tout petit peu d'histoire. On n'est pas au rendez-vous des Ecophyto 2 parce que nous considérons, nous l'avons dit très tôt, que les indicateurs utilisés n'étaient pas les bons. Donc on parle de tonnage, mais tout le monde comprend bien que, par exemple, en agriculture biologique, quand on utilise du cuivre, on en utilise des quantités plus importantes que quand on utilise de la chimie de synthèse avec des molécules et quelques grammes. Donc on peut avoir fait des efforts, et c'est ce que nous avons fait notamment sur les produits les plus dangereux, qu'on appelle les CMR1, dans lequel on a réduit cancérogènes, mutagènes, reprotoxiques de catégorie 1, les plus dangereux, que l'agriculteur que je suis n'utilisait pas avec intérêt et que je suis ravi de voir disparaître, pour peu qu'on ait des alternatives. Donc ça, il y a 80% de ces molécules qui sont aujourd'hui retirées, et donc c'est un progrès, et donc il faut donner acte de ces progrès. Mais ce qui pose problème pour l'agriculteur, c'est pas de rentrer dans le débat de savoir si il faut choisir telle ou telle molécule. Ce qu'il veut, c'est des moyens pour lui permettre de répondre à ces problématiques de production chez lui. Et donc, on observe depuis un certain temps que dans cette approche parfois un petit peu idéologique de la problématique des molécules, on a un certain nombre de molécules qui sont retirées et qui ne nous permettent pas d'atteindre les objectifs de production. Qu'est-ce qui pose problème ? Pas qu'elles soient retirées. Si on a des alternatives, ça n'est pas un problème. Ce qui pose problème, c'est qu'on les retire en France et qu'on ne les retire pas nécessairement en Europe. Distorsion de concurrence et sur transposition. Ce qui s'est transposition. passé avec les néonicotinoïdes, sur lesquels on n'a plus le droit d'utiliser cette matière active en traitement de semences, mais un certain nombre de pays, dont l'Allemagne, pourront l'utiliser en traitement aérien. La France, parce qu'elle a pris une loi en 2016, n'a plus la possibilité de l'utiliser. Alors Elisabeth Borne hier a dit désormais c'est la règle européenne et rien que la règle européenne. Eh bien, écoutez, ça c'est une bonne nouvelle, parce que finalement si une molécule est mauvaise pour un consommateur français, pour un utilisateur français, j'ai la faiblesse de penser que ça n'est pas différent en Allemagne, en Belgique ou en Italie, et donc de ce point de vue-là, on se réjouit qu'on ait cette approche européenne, ce qui veut dire qu'au moins on aura une vision partagée. Il y a deux autres sujets qui nous paraissent importants, c'est est-ce que on va exiger de la réciprocité dans les importations avec ce qu'on appelle les clauses miroirs, qui consistent à dire, si on considère qu'une molécule n'est pas bonne en Europe, si elle est utilisée ailleurs dans le monde, ça vaut quand même malgré tout le coup qu'on le regarde. Et puis ce qu'on dit aussi, c'est qu'il faut investir massivement dans la recherche et l'innovation, dont les nouvelles techniques de sélection qui nous permettront à Bruxelles, avec ce qu'on appelle les NBT, les New Breeding Techniques, demain, d'apporter des solutions. Qu'est-ce que veut l'agriculteur ? Il veut, qu'on ne lui retire pas des moyens sans lui donner d'autres solutions. Sinon, c'est moins de production et plus d'importation. Et je ne crois pas que le consommateur veuille consommer des produits qui viennent d'ailleurs avec une ambition environnementale et qualitative qui soit inférieure à ce qu'on a. Donc, n'ouvrons pas les portes à des productions dont nous ne voulons pas. En gros, n'importons pas les produits que nous ne voulons pas produire en Europe. Et puis ensuite,
combien on met en termes d'innovation et de recherche pour faire en sorte que les molécules qui seront retirées parce qu'elles ont des problématiques toxicologiques, environnementales, et l'agriculteur, là encore, ne nie pas cette réalité, mais qu'on fasse en sorte de pouvoir l'anticiper pour dire, en investissant massivement dans de la recherche et de l'innovation, alors on sera capable de trouver des alternatives. Et donc cette nouvelle proposition de la Première ministre faite hier va dans le bon sens. Maintenant, vous savez, Emmanuel, les agriculteurs, ils sont habitués à entendre des effets d'annonce. Nous, ce qui nous intéresse, c'est comment pratiquement les choses vont se mettre en place d'ici l'été. Et donc on a rendez-vous dans les prochains jours avec les services de la Première ministre pour voir comment, de manière pratique, les choses se mettent en œuvre. On va suivre ça de très près. Merci Arnaud Rousseau. Je crois que je dois vous libérer. Vous avez une grosse journée et des rendez-vous qui suivent. Merci d'être venu sur ce champ des possibles. Merci beaucoup. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite à tous une très bonne journée au Salon de l'Agriculture.